Alors, bonjour à toutes et à tous. Il est 14h30. Nous allons pouvoir commencer cette présentation. Alors, je suis Aurélie Sinave, consultante formatrice chez Extrémité. C'est moi qui ai le plaisir d'animer cette présentation sur les nouveautés de 7 Je paye 3.10. Vous avez la possibilité de communiquer avec moi via le chat. Volontairement, tous vos micros sont déconnectés afin d'éviter les bruits parasites. Et cette vidéo est enregistrée et sera rediffusée prochainement sur notre chaîne YouTube. Alors, je vais dans un premier temps vous représenter rapidement la société Extrémité pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, ça fait une vingtaine d'années que nous sommes en route. Nous avons approximativement 650 clients et nous sommes 34 collaborateurs pour pouvoir gérer tout ça. Nous sommes une entreprise de services numériques, une ESN, et nous travaillons en partenariat avec notamment des éditeurs de logiciels comme CNG Cegid, et nous accompagnons essentiellement les PME des Hauts-de-France vers leur transformation numérique et contribuons ensemble à l'innovation et à la création de valeur. Nous proposons pas mal d'offres transversales, c'est ce que nous allons voir, juste après, notamment, avec des pôles sécurité, le pôle réseau, les télécoms, le cloud, la gestion, le développement et le digital. Nous sommes une entreprise à taille humaine, indépendante financièrement et avec un réel engagement sur le territoire national. Je vais vous présenter les différents, domaines d'expertise. Donc le premier, c'est la sécurité. Donc, essentiellement la protection des données, que ce soit au niveau de vos mails, au niveau de vos serveurs, de vos ordinateurs. Donc vraiment la protection, tout ce qui est antivirus et compagnie. Ensuite, nous avons un service réseau, donc que je vais résumer à, la mise à disposition de matériel, que ce soit un ordinateur, un écran, une souris, un serveur, vraiment tout ce qui est, on va dire, matériel. Ensuite, un pôle télécom. Donc, ce pôle télécom, c'est notamment ce qui gère la téléphonie par IP, en utilisant 3CX. Le cloud, donc le cloud pour l'hébergement de vos logiciels en mode SaaS et également pour l'hébergement de vos serveurs. Le pôle gestion, donc celui auquel j'appartiens, Extrémité est un intégrateur d'ERP, notamment de Sage et de Cegid, et on va gérer tout ce qui va être les pôles gestion ressources humaines, la gestion commerciale, la gestion comptable et financière, le reporting, et tout ce qui va bien. Nous avons également un service développement. Donc le service développement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut adapter, les logiciels à vos besoins. Par exemple, vous avez un logiciel qui ne comporte pas une fonctionnalité qui vous serait utile, eh ben, nos développeurs pourront, adapter tout ça, en fonction de vos demandes. Et enfin, le pôle digital. Donc le pôle digital, essentiellement la création et la refonte de sites internet, mais également l'amélioration de la visibilité. Parce que c'est bien d'avoir un site internet, mais s'il n'est pas beaucoup vu, ça n'a pas beaucoup d'impact. Voilà pour la présentation d'Extrémité. J'ai été assez rapide. Je vais maintenant vous présenter, ce qui vous intéresse, vraiment et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est, les nouveautés du logiciel et notamment les évolutions qui vont arriver, d'ici 2021. Donc la présentation se présente en 5 points. Dans un premier temps, on refera un petit focus sur le taux accident de travail dématérialisé, l'évolution liée à l'indemnisation maladie, les nouveautés du plan de paye Senge, les évolutions déclaratives DSN, notamment avec l'arrivée du cahier technique en norme 2021, et enfin, les autres améliorations fonctionnelles qui ont été apportées à votre logiciel. Alors, au niveau de la dématérialisation du taux accident de travail, je pense que vous l'avez vu et je l'espère, toutes les entreprises d'au moins 10 salariés vont avoir obligatoirement leur taux d'accident de travail mis à disposition via un CRM en dématérialisé. Alors, comment récupérer ce fichier CRM? Eh ben déjà, il faut être sûr d'avoir un compte ATMP d'activé sur NetEntreprise. Donc si ce n'est pas encore le cas, vous avez jusqu'au 16 décembre, c'est-à-dire demain, pour vous assurer que ce compte est bien actif. Si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que vous n'aurez pas la possibilité de récupérer les taux d'accident du travail, les codes risques et tout ce qui va bien
et que du coup, vous auriez des difficultés pour votre première DSN de l'année, la DSN du mois de février. Donc je vous ai remis le lien vers le site Amélie, qui vous réexplique comment activer votre compte ATMP si ce n'est pas fait. Si vous avez un doute, vous vous connectez sur Net Entreprise, sur votre espace, et là où il y a toutes les tuiles, vous avez l'habitude d'aller dans la DSN, vous devriez avoir un petit peu plus loin une tuile compte ATMP. N'espérez pas recevoir vos taux AT par courrier ou par papier ou je ne sais quoi, c'est vraiment obligatoirement via un compte rendu métier. Compte rendu métier, vous avez un petit peu l'habitude maintenant de ça, notamment avec la DGFiP, donc les impôts, qui vous communique tous les mois les taux de prélèvement à la source via ces fichiers CRM. Et ben, en réalité, ça va être exactement la même chose pour le taux d'accident de travail. Vous allez récupérer via la DSN un fichier CRM. Au niveau du logiciel de paye, il y a donc une adaptation qui a été faite sur les versions 3.10. Dans l'onglet établissement, là où on va renseigner les taux AT, dans l'onglet paramètres DSN, DADS, accident de travail, il y a des nouveaux champs qui sont apparus. Donc, on a une nouvelle colonne CTN pour les centres techniques nationaux. Donc, les centres techniques nationaux, on a par exemple le transport, le BTP, etc. C'est les organismes qui gèrent les travail. On a une nouvelle colonne fonction support et deux nouvelles colonnes avec date d'effet et date de calcul. Donc là, sur cet écran, il y a les deux champs dates qui ne sont pas modifiables. Vous ne pouvez pas venir les modifier. Au niveau de la date de la date d'effet, vous avez par défaut la date de mise à jour du logiciel, donc le premier jour du mois de la mise à jour du logiciel qui s'est indiqué. N'essayez pas de le modifier, c'est le fonctionnement normal. Au niveau toujours de la paye, il y a un nouveau bouton qui est apparu dans Liste établissement, c'est le bouton Import taux AT. Donc ce bouton permettra, comme on le fait déjà pour les taux de prélèvement à la source, d'importer directement les fichiers CRM. Il faudra faire un import par établissement, donc bien un fichier par établissement, qu'il y ait un ou plusieurs taux AT. Ces fichiers, vous les aurez à disposition courant janvier, comme d'habitude. En fait, au niveau des délais, ils n'ont pas modifié leur méthode pour le faire. Donc ça voudra dire qu'il faudra qu'on télécharge ces fichiers, qu'on les mette dans un dossier et ensuite qu'on aille faire l'import au niveau de chaque établissement. Bien sûr, si vous avez plusieurs sociétés, plusieurs PRH, il faudra faire autant de fois la manipulation que vous avez de sociétés et d'établissements. Comment ça va se passer lorsqu'on va faire l'import? Il va quand même y avoir des tests qui vont être effectués. Donc déjà, il y a un premier test qui est effectué sur le SIRET de l'établissement. Donc dans un premier temps, le SIREN, puis le code NIC. Donc le code NIC, c'est les 5 derniers chiffres de votre numéro de SIRET qui souvent commencent par 000 quelque chose. Si le numéro de SIRET correspond bien entre le fichier CRM et votre établissement, il y a un deuxième contrôle qui va être fait. C'est est-ce que le taux qui est présent dans le fichier est-il déjà présent dans votre établissement? Si oui, une mise à jour est effectuée. Sinon, il y a une création qui va être faite. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer, ça va venir vous créer une nouvelle ligne. Et ensuite, il y a un deuxième contrôle qui va être fait. Ça va aller vérifier le code session et le code risque. S'il n'existe pas, ça va vous les créer. Si ça existe et que le taux et la date d'effet sont identiques, pas de modification. Et par contre, si ça existe, mais le taux et la date d'effet sont différents, les taux seront mis à jour et on aura une historisation de l'ancien. Je vous remets la diapo précédente pour que vous puissiez visualiser le code risque et le code section. On avait déjà ici les codes section d'indiquer et les codes risques qui permettent d'identifier à quelle branche votre établissement va, on va dire, cotiser pour la contribution AT. Donc, quelques contrôles qui seront effectués. Bien sûr, comme d'habitude, il faudra bien faire attention que tout se soit bien appliqué dans votre paye. Ça, vous avez bien l'habitude, puisque vous les changez tous les ans. Donc voilà, une nouveauté, la dématérialisation du taux accident de travail et plus la possibilité d'aller les récupérer directement sur Net Entreprise en format papier ou PDF.
Nous allons maintenant, aborder le thème de l'indemnisation maladie. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, quand, la mise à jour de la paye version 3 est parue, courant juin, une des nouveautés de cette version, c'est l'intégration d'un module d'indemnisation maladie. Donc le module indemnisation maladie, qu'est-ce que c'est? C'est un module qui va vous permettre de calculer en automatique les taux d'indemnisation applicables, pour tous les arrêts typés sécurité sociale. Donc pour pouvoir, mettre en place cette indemnisation maladie, il y a un peu de paramétrage à effectuer parce que vous n'êtes pas sans savoir que, les taux d'indemnisation sont différents en fonction de vos conventions ou de vos accords d'entreprise. Donc au niveau de ce module indemnisation, la version 3.10, elle met notamment, via la possibilité d'importer les historiques d'indemnisation maladie. Alors, ça veut dire qu'auparavant, si vous mettiez en place l'indemnisation maladie en cours de période, par exemple, on viendrait à la mettre en place aujourd'hui, pour que le logiciel puisse savoir à combien de pourcents il doit indemniser le salarié, il faut qu'il y ait l'historique des jours de maladie ou d'absence sécurité sociale, déjà activés sur le salarié. Donc avant la version 3.10, pour pouvoir, créer cet historique, il fallait le faire manuellement dans chaque fiche de salarié et venir indiquer, bah, par exemple, monsieur Dupont a déjà eu, au niveau de la maladie, bah, je sais pas, on va dire, 60 jours à 100 et 10 jours à 90. Ce qui permettait au logiciel de continuer son calcul d'indemnisation. Là, maintenant, avec la nouvelle version, on va avoir la possibilité d'importer via un fichier Excel ces informations. Donc pour que cela soit disponible, on a au niveau des formats d'import GA, donc les formats d'import pour les fichiers Excel, un nouveau menu indemnisation maladie qui nous permet de récupérer toutes les informations nécessaires pour compléter l'historique au niveau de la fiche du salarié. Toujours au niveau de l'indemnisation maladie, nous avons également, des informations qui sont, complémentaires. Au niveau de la liste fiche du personnel, si vous faites un clic droit sur la liste, maintenant, on a, un bouton indemnisation maladie qui vous permet d'éditer, donc soit en PDF, en papier ou alors d'exporter sous Excel, un tableau de suivi des arrêts et des maintiens. Donc ça va être super pratique. Ça vous évitera de tenir des tableurs Excel, à côté de la paye, donc ça évitera qu'on ait d'un côté une saisie de nos arrêts de travail pour la DSN, de l'autre côté une saisie dans un tableau Excel pour le suivi des indemnisations, puis une saisie pour un tableau, dans les IGSS. Là, au moins, on aura toutes les informations au même endroit et ce sera beaucoup plus simple, pour les suivis et pour les contrôles. Toujours au niveau de l'indemnisation maladie, il y a un nouveau bouton. Donc, quand vous êtes dans la fiche de salarié, il y a un menu indemnisation maladie. Ils ont ajouté un bouton absence qui vous permet d'ouvrir la liste des absences. Donc, c'est un raccourci vers le menu état liste des absences, mais vous pouvez d'ici visualiser toutes les absences du salarié et aussi éditer un rapport, avec les dates et les motifs d'absence du salarié. Autre modification aussi, à l'usage, l'éditeur s'est rendu compte que dans certaines conventions collectives, il était prévu une indemnisation, différente en cas d'hospitalisation du salarié. Donc, on prend un cas basique de maladie. Si la maladie est, s'il y a une hospitalisation, pardon, liée à la maladie, mon maintien peut être différent. C'était pas prévu dans la version initiale du module indemnisation maladie, donc un peu plus compliqué à mettre en place. Mais maintenant, dans vos natures d'événements, vous avez une petite case à cocher avec hospitalisation qui va nous permettre de déclencher une nouvelle constante individuelle qui s'appelle S_hospital et qui nous permettra de récupérer, la réponse, à cette case. Donc si vous avez coché la case, ça nous remontera le chiffre 1, si c'est décoché 0, ce qui nous permettra de faire des tests et de dire si S_hospital est égal à 1, alors je déclenche un maintien différent du cas normal. Voilà pour le module indemnisation maladie. Alors,
Je vais sûrement avoir la question, je vais anticiper. Oui, je vais faire des formations sur ce point spécifique. Donc là, on va déjà laisser passer la fin d'année, les nouveautés, 2021. Mais oui, bien sûr, on fera des formations sur ce point spécifique pour que vous puissiez le mettre en place, au niveau de vos sociétés. On passe maintenant à la suite. Nous allons voir ensemble les nouveautés du plan de Paysage. Alors, je sais que ça peut paraître un peu surprenant parce qu'en général, le plan de Paysage, on vous en parle en début d'année. Il y a eu là, au mois de novembre, un nouveau plan de Paysage pour des points spécifiques qui a été fourni par l'éditeur. Et notamment, dans ce plan de Paysage, on retrouve un paramétrage pour la monétisation des congés payés. Donc la monétisation des congés payés, à quoi ça va servir? Ça va servir pour le cas des salariés qui sont en activité partielle et qui forcément ont visualisé une diminution de leur rémunération. Et ben, ils auront la possibilité de monétiser des jours de congés payés ou des repos, pour compenser un petit peu cette perte. Je vous ai pas mis tout le légal, ça je vous laisserai, valider de votre côté si ça vous intéresse, mais cette monétisation de congé, ça peut être soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative de salariés, avec un accord d'entreprise ou de branche pour définir cette règle, de prise de congé. La plupart du temps, ça reste sur la 5e semaine, mais ça, c'est un peu, on va dire, au cas par cas. Donc il faudra bien vous renseigner si vous souhaitez mettre en place, cette monétisation. Point de vue paramétrage, Sage vous propose 3 rubriques, de monétisation. Donc les monétisations en jours de congé, les monétisations exonérées et les monétisations, pardon, qui vont être soumises à cotisation. Il y aura, si vous mettez ça en place, une constante à modifier, c'est celle qui est utilisée, pour l'indemnité activité partielle, la constante récup-chôme, qui vous permet d'impacter, correctement tout ce qui va être la CSG-CRDS sur l'activité partielle. Et comme on a une nouvelle mesure, il y a la nécessité également d'indiquer en DSN le libellé de cette nouvelle, rubrique. Ce sera dans la variable DSN montant rémunération, où là, on devra, déclarer la monétisation en jours de congé exonérés. Donc toutes ces informations, vous les retrouvez en plus détaillé dans le nouveau plan de Paysage qui est mis à votre disposition depuis, la paye version 3.10. Autre modification dans le plan de Paysage, depuis le mois de juillet, on ne dit plus de la taxe transport, on dit du financement de la mobilité. Donc au niveau du logiciel, il n'y a pas de grosses modifications, c'est vraiment qu'une modification au niveau des libellés. Donc les rubriques 59 000 et 63 580 s'appellent maintenant versement mobilité au lieu de versement transport. Si vous ne l'avez pas modifié dans votre paye, c'est pas très, très grave, ça n'a pas d'impact, au niveau des cotisations, ni même au niveau du déclaratif DSN. C'est juste pour que ce soit, un peu plus harmonieux. Donc Senge a enlevé toutes les notions de taxe transport et a remplacé partout transport par versement mobilité, donc dans les constantes, les infos libres et dans les codes CTP, notamment, le code 900. Donc ça va, c'est un petit truc. Je voulais vous faire aussi un petit rappel sur la taxe des CDD d'usage. Alors, au 1er janvier 2020, pour les CDD d'usage, il y avait une taxe forfaitaire d'un montant de 10 €. Et cette taxe n'aura pas duré longtemps parce qu'elle a été supprimée au 1er juillet 2020. Pourquoi je vous le reprécise là maintenant? Bah, juste pour être sûr de ne plus cotiser à ces 10 € forfaitaires. Si c'est le cas, pensez bien à désactiver votre rubrique, donc en standard, la 40 031, taxe forfaitaire CDDU. Pensez bien à la désactiver. Si vous ne savez pas trop ce qu'est un CDDU, c'est que vous n'étiez pas concerné, donc il n'y a pas de manipulation spécifique. Mais dans tous les cas, la rubrique 40 031 ne doit plus être active, pour être sûr que ça ne se déclenche plus à tort. C'est vraiment supprimer chez supprimer dans tous les cas. Fini pour les nouveautés du plan de Paysage. On va désormais passer, aux évolutions déclaratives 2021. Donc là, on anticipe un petit peu, on va dire, le début d'année. On a l'habitude qu'il y ait, pas mal de changements. Donc là, je vais vous présenter les informations que j'ai, à ce jour, notamment
au niveau de la norme DSN, 2021. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que la DSN, c'est, une déclaration qui est diffusée à tout un ensemble d'organismes. Donc on va déclarer ces informations à l'URSSAF, à la retraite, aux organismes complémentaires, aux impôts, la sécurité sociale, enfin bref, tout un tas d'organismes. Tous les ans, il y a une concertation qui est faite entre ces organismes et la plateforme DSN pour faire évoluer, les attentes au niveau du déclaratif. Donc la plupart du temps, des améliorations ou une demande un peu plus forte au niveau des informations. Au niveau de la norme actuelle, donc là aujourd'hui quand vous faites votre DSN, vous êtes en norme technique 2020. Cette année, la bascule en norme 2021 devrait se faire aux alentours du 22 janvier. Ça veut bien dire que vos DSN de janvier, qui pour rappel concernent vos payes de décembre, doivent bien être déclarés en norme 2020. Donc pas de changement sur vos DSN, sur les payes de décembre, donc au 5 ou au 15 janvier, rien ne change. Au niveau de Senge, la bascule va se faire en automatique sur le nouveau, cahier technique, donc vers le 22 janvier. Votre DSN, si vous créez une DSN, elle se mettra automatiquement en norme 2021. Si quelqu'un essayait de forcer et de créer une DSN en norme 2021, donc avant la date de bascule, il y aura un message qui s'affichera pour vous repréciser qu'on n'est pas censé faire tout de suite l'envoi en 2021 et qu'il faut attendre. Donc au moins vous avez une alerte si vous essayez de passer sur le mauvais cahier technique. Il y aura toujours la possibilité, quand on sera en norme 2021, de, retransformer en norme 2020. Alors pourquoi on s'amuserait à repasser une DSN en norme 2020 alors qu'on est censé être en norme 2021? Je pense notamment, aux nouvelles créations de sociétés ou changements d'établissement pour lesquels les démarches auprès de notre entreprise ne seraient pas encore actives et qui du coup vous demanderaient a posteriori, des anciennes déclarations. C'est surtout pour ça. Mais sinon, en janvier, donc mes DSN du 5 ou du 15 janvier seront en norme 2021 et mes DSN de février, donc sur mes payes de janvier, seront automatiquement basculées en norme 2021. Cette norme 2021, qu'est-ce que ça va changer? Alors, la plus grosse modification à mes yeux, c'est au niveau de l'URSSAF. Actuellement, au niveau de l'URSSAF, vous savez que, vous contrôlez tous les mois le bordereau de cotisation qui contient les codes DUX. Donc l'URSSAF est le seul organisme à avoir gardé ce système déclaratif. Les codes DUX ou les codes CTP, c'est, les petits codes qui permettent d'identifier, à quelle cotisation correspond votre rubrique. Par exemple, on a, le 900, le code DUX pour le transport, le code 100, le régime général, et cetera. Donc là, actuellement, dans vos déclaratifs, vous avez un bordereau de cotisation par établissement. Et ben, à compter de l'année prochaine, l'URSSAF a demandé à ce qu'on ait ce déclaratif en nominatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en plus de mon bordereau de cotisation présent dans les établissements, vous allez avoir ce bordereau pour chaque salarié. Donc pour chaque salarié, je visualiserai un bordereau avec l'ensemble des codes DUX appliqués, la base, le nombre et le montant. Pour pouvoir, passer ça en DSN, il y a 3 blocs qui évoluent, donc le 78, 79 et 81. Alors c'est bien sûr les blocs S21, G00, 80, 78, 79 et 81, là où on retrouve les cotisations actuellement URSSAF, retraite et compagnie. Donc ces blocs évoluent, il y a de nouveaux énumérés qui vont arriver. Donc les énumérés, c'est les petits codes qui permettent d'identifier le déclaratif. Et si on regardait dans le plan de PaySenge, le plan de PaySenge contient une cinquantaine de rubriques URSSAF. Alors attention, là c'est le scénario, on va dire, catastrophe. Le plan de PaySenge prend en compte toutes les possibilités. On va retrouver le régime général, on va retrouver tout ce qui est les zones franchisées urbaines, on va retrouver tout ce qui est les contrats d'apprentissage, etc. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faudra que pour votre DSN de février 2021, toutes vos rubriques URSSAF
soit rangés correctement dans 3 variables, donc la DSN montant assiette pour la base de cotisation, la DSN montant réduction exo pour le montant de la cotisation et dans DSN taux cotisation pour le taux. Alors c'est vrai que ça, c'est une petite différence entre le bordereau qui sera nominatif et le bordereau, au niveau agrégé. C'est que dans votre bordereau agrégé, actuellement, vous n'avez pas les taux de cotisation qui apparaissent, hormis le taux d'accident de travail et le taux, du versement mobilité. Et bah, là, pour chaque salarié, on aura la totalité des taux qui apparaîtront. Vous allez voir un peu en dessous à quoi ça va ressembler. Donc au niveau des variables, on viendra ajouter au niveau de nos rubriques toutes les variables et là, je vous ai mis un exemple. J'ai pris, la première, l'URSSAF maladie, la cotisation pardon à 7 patronale. Et ben, cette rubrique d'URSSAF maladie, j'irai la mettre dans DSN montant assiette en assiette avec l'énuméré 0,75. 0,75 ça veut dire assurance maladie. En énuméré par an, on mettra le 0,3 qui veut dire déplafonné parce que la rubrique d'assurance maladie, d'URSSAF maladie est une rubrique basée sur du brut. On aura dans DSN montant réduction exo le montant patronal, donc parce que c'est une cotisation uniquement patronale. Si j'avais pris une salariale et patronale, on aurait mis les 2. Et on aura dans DSN taux cotisation le taux patronal et à chaque fois identifié par l'énuméré et le par an. Au niveau de la DSN, à quoi ça va ressembler? Donc là, c'est une simulation. Donc pour chaque salarié, en S21G0081, et ben, on aura le détail ligne par ligne avec à chaque fois l'assiette, la cotisation et le taux. Donc ça, il faudra bien le préparer en amont pour pas que vous ayez de mauvaises surprises sur votre DSN de février. Mais il faudra vraiment le faire. C'est une obligation, on n'a pas le choix de le déclarer ou non. Et nous garderons bien les 2 blocs déclaratifs, celui au niveau de l'établissement et celui maintenant au niveau du salarié. Un petit conseil, même s'il est peut-être un peu tôt, mais pour ceux qui stresseraient un petit peu par rapport à ça, pour la mise en place, ce sera pas forcément compliqué. Il faudra juste bien penser à éditer un état des cotisations annuel pour avoir la totalité des rubriques, parce qu'on a certaines rubriques, je pense notamment aux compléments maladie ou aux compléments allocation familiale qui ne se déclenchent pas, tous les mois. Donc votre état des cotisations pour vous permettra d'avoir l'ensemble des codes rubriques. Et ensuite, une fois que vous aurez fait votre paramétrage, vous avez la possibilité d'éditer les variables pour vous assurer qu'il y ait bien toutes les rubriques pour les contrôles. Donc ça, on le reverra, en début d'année. C'était plus pour vous rassurer, si vous vous demandiez comment on allait faire. Qui dit nouveau déclaratif dit potentiellement régularisation à effectuer. Donc là, on voit qu'on a, des nouveautés déclaratives, notamment au niveau nominatif de l'URSSAF. Il y a toujours le risque d'erreur, c'est possible qu'on oublie quelque chose ou qu'on se soit trompé. Comme d'habitude, c'est pas très grave, il y a toujours une possibilité pour corriger. Donc là, en norme 2021, au niveau de la DSN, il a été prévu, pardon, les blocs de régularisation dans le cas où on se serait trompé, notamment au niveau de l'URSSAF. Donc pour faire toutes ces régules, il faudra utiliser systématiquement la fonction régularisation. Donc la fonction régularisation, si vous ne voyez pas ce que c'est peut-être plutôt bon signe. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu de régularisation à faire. Mais c'est un module qui est disponible depuis, alors ça doit être les versions 2 de la paye. Ça vous permet de faire en automatique des régularisations et surtout de récupérer tout le déclaratif pour la DSN. Donc ce bouton régularisation, vous le retrouvez quand vous êtes dans un bulletin salarié, que vous faites clic droit régularisation. Il y a 2 types de régularisation qui sont proposés, l'annulaire en place ou le différentiel. Là, pour les régularisations URSSAF, systématiquement, on le fera en annulaire en place. Donc la différence entre différentiel et annulaire en place, imaginons vous avez déclaré, la rubrique d'URSSAF maladie, on va dire, vous aviez mis 5 au lieu de 7. Si on faisait une régularisation en différentiel, et ben, j'aurais une rubrique à plus de % qui viendrait se créer.
Si on choisit annuler remplace, ça viendra me faire moins les 5 et ça me remettra plus les 7. Donc c'est vraiment cette méthode-là qu'il faudra utiliser, parce que l'URSSAF aura besoin de connaître le taux réel applicable à cette cotisation. C'est d'ailleurs pour ça que si vous utilisez régularisation maintenant, sur la première rubrique, donc celle qui est dite annule, celle qui va annuler la précédente, il y a une petite case à cocher DSN taux non applicable qui se coche en automatique, pour éviter que l'on déclare un taux qui est erroné. Donc ça, on n'en a pas besoin tout de suite, on n'en aura peut-être même pas besoin du tout avec un peu de chance, mais sachez que s'il y a besoin de régulariser, il y a toujours la possibilité de le faire, c'est prévu. Alors attention, je ne vous dis pas ça en partant du principe qu'on s'en fiche de 2021, on verra plus tard. Il faut garder à l'esprit que si on doit régulariser toutes les rubriques sur tous les salariés, ça peut prendre quand même, un peu de temps, notamment au niveau des contrôles. Donc ça, c'est plus, on va dire une roue de secours, mais ça doit pas être, quelque chose, en remplacement du paramétrage. Autre organisme qui nous a demandé, enfin qui a demandé des évolutions au niveau du cahier technique 2021 en DSN, c'est la DGFiP. Donc la DGFiP, les impôts, maintenant on commence à avoir l'habitude. Depuis 2019, le prélèvement à la source est prélevé par l'employeur et déclaré et payé via la DSN. Eh bien, en 2021, des nouvelles évolutions vont faire leur apparition, notamment concernant la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, pour rappel, les heures supplémentaires sont défiscalisées. En gros, on ne paye pas d'impôt, dessus à condition qu'on ne dépasse pas un certain seuil sur l'année. Et ben, en 2021, elles seront pour l'instant toujours défiscalisées, mais la DGFiP nous demande de déclarer ces heures défiscalisées. Donc, on va avoir 4 variables, qui vont évoluer. Dans DSN rémunération imposable, actuellement, on déclare donc on va dire le net imposable des salariés et ben, maintenant, on déclarera en plus l'exonération des heures supplémentaires. Dans la variable DSN montant net versé, on déclarera également l'exonération de CRDS, alors j'allais dire de CSG, non, de CRDS sur les heures supplémentaires. Et dans DSN montant rémunération, on viendra déclarer le montant de l'exonération sur les heures supplémentaires. Donc si on synthétise un petit peu ça, dans la première, l'exonération fiscale sur les heures sup, dans la deuxième, l'exonération de la CRDS et dans la troisième, le montant de l'exonération au niveau des heures supplémentaires. Comme il y a évolution au niveau, du déclaratif, on a aussi une évolution sur la variable régularisation PASS qui permettra de s'adapter aux nouveautés, 2021. Au niveau de la CSG-CRDS sur heures supplémentaires. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu du contexte, de l'arrivée de cette défiscalisation. Ça avait été un petit peu compliqué, parce qu'une arrivée assez tardive des décrets, qui tombaient au compte-gouttes en fin janvier 2020. Donc les informations qui paraissaient, un peu tardivement et en cours d'année 2019, il y a une information complémentaire qui est apparue qui nous indiquait que oui, les heures supplémentaires étaient bien défiscalisées, mais que la CSG-CRDS devait être complètement non déductible de l'impôt. Alors si on refait un rapide point sur la CSG-CRDS, on a de la CSG, donc une cotisation CSG et qui a un taux, je vais plus m'en souvenir, à 6. Je vais pas le dire, comme ça je dirai pas de bêtises. Donc on a de la CSG, le temps que ça me revienne, et on a la CRDS. Et sur la CSG, sur les revenus, sur les salaires, il y a 6,80 qui sont déductibles de l'impôt. Donc c'est-à-dire que quand vous prenez votre brut moins vos cotisations, vous retirez bien de ça les 6,80 pour retrouver votre net imposable. Par contre, on a également de la CSG dite non déductible de l'impôt. Donc la CSG non déductible de l'impôt à 2,40 comme le nom l'indique, on vient la réintégrer dans le net imposable, tout comme la CRDS à 0,50
Donc quand il y a eu la défiscalisation des heures supplémentaires, ces heures supplémentaires étaient soumises à CSG-CRDS et ben, ce qui était fait, c'est qu'on avait, dans un premier temps, l'exonération fiscale sur la totalité des heures supplémentaires, puis 6,80 du montant de ces heures exonérées qui étaient de nouveau exonérées d'impôts. Donc il y avait une modification qui avait été faite, pour indiquer que les heures supplémentaires étaient entièrement non déductibles au niveau de la CSG-CRDS, donc 9,70 de non déductibles à l'impôt. Ça, c'est toujours vrai en 2021, ça n'a pas bougé. Par contre, au niveau déclaratif, la DGFiP a besoin d'avoir l'information de la CSG-CRDS sur heures supplémentaires et de la CRDS sur heures supplémentaires. Alors, ça veut dire qu'ils veulent l'information de la part qui est déductible et de la part qui est non déductible. Comment ça va se matérialiser au niveau de votre paye? On va avoir 2 nouvelles rubriques qui sont proposées par l'éditeur. La 79 911 réintégration CSG-CRDS sur heures sup et la 70 081 CRDS sur heures sup. Donc ces rubriques seront bien sûr à déclarer en DSN, donc à ajouter dans une variable. Et si on refait un petit topo sur comment ça se présentait en 2020 et comment ça se présentera en 2021, et ben, en 2020, j'ai ma rubrique CSG non déductible sur heures supplémentaires avec un taux à 9,70 et en 2021, j'aurai 2 rubriques. On va garder la 70 080, mais on lui mettra un taux à 9,20 et on aura une rubrique CRDS à 0,50 Donc au final, ça me fait bien toujours mes, 9,70, mais juste éclatés en 2 rubriques pour qu'on puisse les distinguer dans la DSN. Donc là, pareil, c'est une obligation. Ne faites pas ça sur votre mois de décembre, parce que ça, c'est bien des normes 2021, donc ce déclaratif ne sera à faire qu'à partir, de votre DSN de février. Mais on aura pour la DSN sur heures supplémentaires 2 rubriques pour pouvoir distinguer les 2 parties. Au niveau des heures supplémentaires exonérées, donc je vous ai dit, à compter de 2021, on devra déclarer, l'exonération des heures supplémentaires au niveau des impôts. Donc pour ça, on a un nouvel énuméré qui a été créé, le 026, heures supplémentaires exonérées. Donc toutes les heures supplémentaires exonérées de 2021 se déclareront, dans le bloc avec le code 026 sur le mois en cours. Par contre, là où, on va avoir, un petit peu de modification à faire, c'est qu'ils nous demandent les heures supplémentaires de 2021, mais nous devons également déclarer les heures supplémentaires de 2020. Donc ça veut dire qu'on va, devoir déclarer au global la totalité des heures supplémentaires qui ont été, effectuées courant 2020 pour communiquer l'information auprès de la DGFiP. Donc Senge, pareil, a prévu, une rubrique, ce sera la 79 912, qui permettra de récupérer la totalité des heures défiscalisées et de la déclarer sur un seul bloc. Alors là, pour le coup, c'est quand même un petit peu plus sympa que les régules habituelles. C'est qu'au niveau de la période déclarative, on n'aura pas besoin d'avoir une ligne par mois au niveau des heures supplémentaires. Donc ça veut dire que si mon salarié a fait des heures supplémentaires en janvier, mars et juin, je n'aurai pas 3 lignes janvier, mars et juin 2020. J'aurai qu'une seule ligne qui aura pour période du 7 janvier au 7 décembre 2020. Donc ça, c'est une demande déclarative. Toutes nos heures supplémentaires défiscalisées de 2021 sous le code 026 à compter de 2021 et le global des heures sup 2020 défiscalisées sur votre DSN de février 2021, également pour le déclaratif. Donc si on récapitule, dans la paye au niveau heures supplémentaires, c'est toujours défiscalisé. J'ai toujours ma CSG-CRDS non déductible de l'impôt, mais contrairement à ce qu'il y avait en 2020, je vais avoir 2 rubriques de CSG-CRDS juste pour le déclaratif au niveau des impôts et on va déclarer aux impôts la défiscalisation, de ces heures. Au niveau du bouton régularisation du prélèvement à la source.
Donc le bouton régularisation prélèvement à la source permet, de faire des régularisations, notamment du net imposable quand on a fait une erreur, les indemnités sécurité sociale si on les avait passées en soumis au PAS alors que ça n'y était pas, ou, cas un peu plus rare, les anomalies sur les taux de prélèvement à la source. Donc dans quel cas on pourrait faire une rectification de taux? C'est notamment si vous aviez oublié sur plusieurs mois d'importer vos CRM qui contiennent les taux de prélèvement à la source et du coup, le logiciel viendrait en automatique appliquer les barèmes taux neutres qui ne correspondraient pas au déclaratif du salarié. Dans ce cas-là, on devrait faire des rectifications. Heureusement, vous êtes plutôt, peu nombreux à faire ce type de rectification. Tout ça pour vous dire qu'il y a un nouveau type qui est arrivé, le type 04, rectification de la rémunération nette fiscale sans prélèvement à la source. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, quand on faisait des régularisations, du net imposable, forcément, ça impactait le prélèvement à la source, pardon, de la période en cours. Là, ce nouveau, motif de régularisation, il nous permettra de faire une régularisation, imaginons en 2020, sur une période en 2021 pardon, sur une période de 2020, sans impacter le prélèvement à la source du mois en cours. Donc en bref, ça permettra de faire une régularisation du net imposable d'une année antérieure sans impacter, l'année en cours. Comme on a ce nouveau type de régularisation, alors par défaut, c'est la constante net impôt qui vient alimenter le net imposable aussi bien au niveau de votre bulletin de paye qu'au niveau déclaratif DSN. Eh bien, ils ont créé une nouvelle constante, pardon, dans laquelle on viendra ajouter, les heures supplémentaires et notamment, ils ont créé au niveau des cumuls de paye, un nouveau menu qui s'appelle «Ajouter ou soustraire du net imposable». Donc ajouter ou soustraire du net imposable, ce sera uniquement, pour les régules, hein, en cas de rectification du net imposable sur une année antérieure. Je vais pas vous embêter plus avec ça. De toute manière, toutes ces informations sont disponibles dans le plan de paye Senge. Mais bon, la probabilité que vous vouliez déjà anticiper que vous alliez faire des régules, en 2021 sur 2020 est assez faible, mais si vraiment ça vous intéresse plus, vous avez toutes les explications dans la documentation, de votre logiciel. J'en ai fini avec les évolutions déclaratives 2021. Donc là, c'est bien les évolutions pour lesquelles nous avons les informations. Normalement, le cahier technique ne devrait pas, rebouger, avant l'année prochaine. Mais vu le contexte actuel, on n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres modifications, même si à l'initiale, ça n'est pas prévu. Sur les améliorations fonctionnelles. Alors les améliorations fonctionnelles de la version, vous allez voir, c'est essentiellement, des libellés qui ont été modifiés. Par exemple, on avait l'information pénibilité dans les fiches de salariés qui sont désormais renommées en compte professionnel de prévention. Idem dans les natures d'événements, c'était écrit pénibilité, maintenant ça a été renommé. Ensuite, nous avons le nombre de jours ouvrés de suspension fractionnée. Ça, c'est un nouveau code qui a été fourni, notamment pour le cas très spécifique des congés de proches aidants. Toujours niveau des scènes, pour les apprentis en 2021, il y aura une nouvelle information à communiquer aux organismes. C'est le niveau de diplôme qui est préparé par l'apprenti. Donc pour ça, on aura une nouvelle infolib, la Senge DSN 049, dans laquelle nous viendrons indiquer, quel est le niveau de diplôme, de votre salarié. Ensuite, au niveau des conventions collectives, les endroits où c'est été écrit encore DA-DSU ont enfin été renommés IDCC, donc notamment quand vous regardez au niveau de vos codes, quand vous passez par l'établissement ou par liste, organisation, on n'aura plus cette information DA-DSU qui était obsolète, mais bien IDCC. Toujours sur votre convention collective, elle va être déclarée en DSN, donc au niveau de vos segments établissements, le S21 G0006 015 et au niveau du 11 022. Par défaut, la convention reprise, ça va être celle de l'établissement principal. Donc
on aura la principale et on aura toujours au niveau de chaque salarié, le code nominatif qui viendra s'indiquer en fonction de ce que vous avez indiqué dans votre fiche de salarié. La déclaration des contributions des travailleurs handicapés. Donc là, depuis 2020, vous avez l'obligation, peu importe, la taille de votre société, peu importe l'effectif de la société, de déclarer via la DSN vos salariés ayant le statut travailleur handicapé et d'indiquer quel est leur statut BOETH. Donc ça, c'est ce que vous retrouvez dans la fiche de salarié dans l'onglet administratif. On coche travailleur handicapé et on vient déclarer le statut. Certains d'entre vous ont reçu des courriers de l'URSSAF leur indiquant qu'ils n'avaient pas déclaré, les travailleurs handicapés. Donc au niveau de ce courrier, si vous n'avez pas de travailleurs handicapés dans la société, il n'y a pas nécessité de tenir compte, de ce courrier. Par contre, si vous avez des travailleurs handicapés et que vous avez oublié de les déclarer, dans la DSN et que vous avez reçu le courrier, il faudra bien sûr faire la régularisation au niveau de ce statut pour le déclarer. Donc là, toutes les sociétés, peu importe l'effectif, doivent déclarer depuis janvier 2020 cette information. Au niveau de la contribution, travailleurs handicapés, donc cette contribution, si on fait un rapide topo, c'est pour les sociétés qui ne respectent pas les 6 de travailleurs handicapés obligatoires. Donc ces sociétés doivent payer, des contributions, au ETH. Normalement, ces contributions, les déclarer, vers le mois de mars. Là, à titre exceptionnel, cette année, ce sera reporté à juin 2021 et ce déclaratif se fera via la DSN. Donc là, dans le nouveau cahier technique, on a déjà de nouveaux blocs qui ont été créés. Donc le 13 avec l'accord agréé au ETH, le type BOETH externe, le non BOETH externe et le millésime de rattachement. Il y a aussi au niveau de l'établissement, donc dans le bloc 82 quand on va dans l'établissement, les cotisations et on a les blocs 20, 22 et 23 qui nous permettront de détailler les versements. On n'a pas encore toutes les informations sur comment vont être déclarées, cette contribution. Tout ce qu'on sait vous dire aujourd'hui, c'est que ça a été reporté de mars à juin 2021 et l'éditeur a confirmé qu'il nous donnera un mode opératoire pour justement, bien appréhender ce déclaratif. Mais là, ça veut bien dire qu'en début d'année 2021, à part le déclaratif des travailleurs handicapés comme l'année passée, il n'y a pas de manipulation spécifique à effectuer au niveau de votre DSN. Donc les blocs existent déjà, ils sont prévus dans la norme 2021. Ce sera à déclarer sur votre DSN du 5 ou 15 juin 2021, donc les DSN qui correspondront à vos payes du mois de mai, et ce sera obligatoire de passer, via la DSN. Donc ça, pour les contributions, c'est pour les sociétés de plus de 20 salariés. Par contre, je sais que je me répète, mais je le redis encore une fois, pour les sociétés, peu importe l'effectif, même si vous n'avez qu'un seul salarié, vous devez les statuts, travailleurs handicapés. Au niveau toujours de la DSN, actuellement, quand vous faites une DSN de signalement arrêt de travail, pas arrêt de travail, pardon, si arrêt de travail pour, de la maladie, de la maternité ou quelque chose typé sécurité sociale, en cas de subrogation, vous avez les dates de début, date de fin de subrogation et les coordonnées bancaires qui vont percevoir les indemnités qui sont renseignées dans cette DSN de signalement. Et ben, à partir de 2021, lorsqu'il y aura de la subrogation, les informations apparaîtront dans la DSN mensuelle. C'est-à-dire que les informations sur la subrogation n'étaient que dans les DSN de signalement et seront reprises dans votre DSN mensuelle. Il n'y a pas de manipulation spécifique à effectuer pour ça, c'est juste, un nouveau champ qui est alimenté. Autre évolution au niveau du logiciel. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous ouvrez votre logiciel, vous avez un fil d'actualité qui apparaît sur la droite et lorsque vous cliquez dessus, ça vous ouvre Internet Explorer avec un lien la plupart du temps sur la base de connaissances. Là, avec les dernières versions, les versions 3.10, ça n'ouvrira plus systématiquement les fenêtres sur Internet Explorer, mais ça viendra récupérer votre navigateur par défaut.
Si vous avez l'habitude d'utiliser Google Chrome et que c'est Google Chrome qui a été défini comme navigateur par défaut, lorsque vous ouvrirez les liens, ça utilisera ce navigateur, ce qui évitera les soucis. Autre amélioration également, au niveau de la création des fiches de salariés par importation. Ça veut dire que la plupart du temps, vous avez l'habitude pour créer un nouveau salarié de faire un petit plus ou de dupliquer une fiche déjà existante, ce qui vous permettait d'avoir un numéro de contrat de travail qui venait s'alimenter en automatique. Ce n'était pas le cas lorsqu'on importait des salariés, donc d'un logiciel à un autre, lorsqu'on faisait un import, on n'avait pas de numéro en automatique et on devait, les créer. Et ben, ça, c'est résolu. Maintenant, lorsque vous ferez de l'importation, le numéro viendra se générer automatiquement. Autre modification, alors là, c'est pour la gestion de la formation. On a un nouveau cadre signature de l'intervenant qui récupère le nom et le prénom de la le prénom et le prénom de la personne concernée par la signature. On en a fini sur les évolutions fonctionnelles. Donc là, si je récapitule, assez brièvement ce qu'on s'est dit, il y a une nouvelle version de paye, la 3.10. Il faut qu'on l'ait pour nos DSN de début d'année, elle est obligatoire. Dans les points, on va dire les plus importants, la dématérialisation du taux d'accident de travail. Il faut absolument que vous soyez sûr avant demain que votre compte AT-MP soit activé. Si ce n'est pas le cas, allez le faire tout de suite après la présentation. Si c'est le cas, ça vous permettra d'importer vos taux AT pour chaque établissement, quand les comptes rendus métiers seront mis à disposition. On a des évolutions sur le module indemnisation maladie qui a continué à s'améliorer pour être de plus en plus pratique. Au niveau de la DSN, de la norme 2021, il y a pas mal de changements, notamment au niveau de l'URSSAF et au niveau des impôts. Donc au niveau de l'URSSAF, le plus gros chantier, c'est, le déclaratif en nominatif des bordereaux de cotisation avec les conducs, les bases, les taux, les montants. Et au niveau des impôts, c'est notamment lié aux exonérations fiscales sur les heures supplémentaires. Donc, on va devoir déclarer les heures supplémentaires défiscalisées d'un mois sur l'autre pour 2021. On va devoir déclarer aux impôts les heures supplémentaires défiscalisées en 2020 et on va devoir éclater la CSG et la CRDS pour le déclaratif. Les 9,70 restent non déductibles de l'impôt, mais doivent être déclarés de manière différente. Au niveau du logiciel de paye, quelques modifications, essentiellement au niveau des titres, des ajouts, notamment l'info libre pour les apprentis pour pouvoir déclarer leur niveau de diplôme, des informations qui ont été modifiées, des améliorations sur les ouvertures de fenêtres et cetera. Et pour vos travailleurs handicapés, pour l'instant, pas d'autres modifications que ce qu'on avait apporté l'année passée, c'est-à-dire la notion de travailleur handicapé, le statut BOETH. J'en ai fini pour tout ça. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est, que vous me posiez vos questions, via le chat. J'en profite aussi pour vous rappeler que, si ça vous intéresse, jeudi 17 décembre, donc ce jeudi, après-midi, j'anime une formation sur, les contrôles DSN et il y a encore que quelques places. Si vous êtes intéressés, je vous laisserai, contacter vos chargés de clientèle. Mais il y a encore de la place et pour les nouveautés 2021, parce que là, vous avez bien conscience qu'on n'a pas encore tous les éléments, on a prévu une formation. Alors pour l'instant, elle est positionnée sur le 21 janvier. Ce sera sous le même format que ce que je fais habituellement, c'est-à-dire je vous présente les nouveautés et ensuite je vous présente comment faire, dans votre logiciel de paye et bien sûr ça évoluera, au fur et à mesure qu'on ait toutes les informations. Alors, au niveau de vos questions, en norme 2021 et la déclaration des DSN maladie. Alors, je suppose que la question c'est: est-ce qu'on doit déclarer en norme 2021 les DSN maladies qui sont survenus avant le 22 janvier 2021? Alors,
Net Entreprise recommuniquera là-dessus parce que la bascule ne se fait pas uniquement au niveau de Senge. Actuellement, ils ont annoncé autour du 22 janvier. Donc ça veut dire que si vous avez un arrêt, maladie, un arrêt de travail qui, est notifié avant la date de bascule, vous faites dans la norme, dans laquelle on est actuellement. Donc je vais essayer de faire une phrase plus claire. On est le 15 janvier, vous recevez un arrêt de travail. 15 janvier, on sera encore a priori en norme 2020, donc vous faites en norme 2020. Vous avez un arrêt le 23 janvier, on part du principe que la bascule a été faite le 22 janvier. Dans ce cas-là, on fera le déclaratif en norme, 2021. Alors, peut-on utiliser la monétisation des CP pour un CET? Alors ça, c'est plus du légal et ça peut dépendre de plein de facteurs différents, notamment de vos accords d'entreprise. Donc je peux pas répondre, avec certitude sur ce type de questions. Je vais vous conseiller, c'est de vous rapprocher, de soit de la Cité des entreprises ou d'organismes de ce type qui pourront vous répondre vraiment spécifiquement sur votre secteur d'activité. Ensuite, faudra-t-il déclarer les heures supplémentaires 2020 pour les salariés sortis en 2020? Eh ben, ça, c'est une excellente question. Je suis encore en attente de la réponse. Actuellement, c'est juste précisé qu'il faut déclarer les heures supplémentaires 2020. C'est pas spécifié qu'on devait faire ou pas faire au niveau, des salariés sortis. Donc là, j'ai déjà posé la question, je suis en attente d'une réponse, mais, à aujourd'hui, je n'ai pas l'information et de toute manière, il faudra attendre vos payes de janvier, pour pouvoir le faire. On ne peut pas anticiper et se dire: «Bah, sur ma paye de décembre, je vais déjà faire mon déclaratif des heures supplémentaires de 2020». Ce n'est pas possible vu que c'est opérationnel qu'à compter, des DSN de février, donc des DSN du 5 et du 15 février. Alors pour les taxes handicapées, comment f que fait-on quand on n'a pas de personnel handicapé, mais que l'on fait des dépenses pour pallier à la surtaxe? Là, pareil, ce sera dans les compléments d'information, donc on les aura avant le mois de juin. Tout n'a pas été, vraiment redéfini, bah, à cause de la crise sanitaire actuelle. Je pense que vous avez vu qu'il y avait pas mal de choses qui ont été décalées. Je vous avais peut-être annoncé des choses en 2020, je vous ai dit: «Elles sont reportées en 2021» et là, on voit que 2021, c'est encore reporté. Je pense notamment aux DSN d'amorçage et les DSN ADV qui étaient prévus en 2020. Je vous les avais annoncés pour 2021 et là, on serait, déjà décalé à mars 2021, mais sans certitude que ce ne soit pas encore repoussé. C'est la même chose pour les bonus-malus Pôle emploi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été mis de côté. Pour la taxe handicapée, oui, il va falloir attendre d'avoir les modes opératoires pour vraiment, connaître, ce qu'on doit faire. Mais a priori, ce sera le même fonctionnement, qu'actuellement. C'est juste qu'au lieu de faire, votre déclaratif auprès de la GFIP, ça passera par la DSN, pardon. Parce qu'il y a aussi des informations que vous allez devoir saisir manuellement parce que ce ne sont pas des informations qui proviennent de la paye. Donc les blocs seront prévus, pour le déclaratif. Hem, OK, est-ce alors, on peut pas anticiper le paramétrage, on peut pas faire tout de suite le paramétrage. Pourquoi on peut pas? Parce que dans les variables que je vous ai citées, alors je vais remonter un petit peu le support, on va repartir sur, hop, on va pas aller si loin. On va repartir sur notamment l'URSSAF. Vous voyez ici, les 3 variables qui sont utilisées, c'est DSN montant assiette, DSN montant réduction exo et DSN taux de cotisation. Donc DSN taux cotisation, elle n'existe pas, on ne serait pas embêté. Par contre, les DSN montant assiette et DSN montant réduction exo sont déjà utilisés en norme 2020. Si on prend celle au niveau des impôts, DSN rémunération imposable, DSN montant net versé, DSN montant rémunération, elles sont également déjà utilisées. Donc si on venait à mettre le paramétrage 2021 en place dès maintenant, ce qui se passerait, c'est que vos DSN de janvier, donc sur vos payes de décembre, seraient erronés. Voilà pour ça. De toute manière, il va y avoir d'autres informations, hein. Là, je voulais juste, anticiper et répondre à ces questions, notamment parce que le logiciel, on vous a dit qu'il fallait le mettre à jour pour les évolutions. Donc, il n'était pas envisageable qu'on vous explique pas un petit peu ces évolutions.
Mais en début d'année, sur les nouveaux plans de paye Sage et cetera, tout sera détaillé, même au niveau des formations. On redétaillera tout, point par point, les énumérer, tout sera indiqué clairement, pour qu'on se puisse faire, correctement nos DSN et surtout qu'on puisse contrôler en amont pour éviter, d'avoir des surprises. Heu, ensuite, alors, comment faire? Alors, si vous avez des travailleurs handicapés et que vous ne les avez pas déclarés dans votre DSN 2020, ce qu'il faudra faire, il faudra que dans votre DSN de décembre, vous fassiez, une indication au niveau de la changement de situation, d'indiquer que votre salarié est travailleur handicapé, depuis, depuis la date, je sais pas, par exemple, le 1er janvier. Mais il faut bien que vous fassiez ce déclaratif. Si vous avez reçu le courrier de l'URSSAF et que vous n'êtes pas concerné, bah, il y a pas de choses spécifiques à faire pour ça. Alors, comment imprimer ou enregistrer le support? Toute la présentation, tout ce qu'on vient de voir va être diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc faut juste, me laisser un petit peu de temps, déjà le temps de le finir et ensuite, de récupérer la vidéo, pour que mon collègue puisse la diffuser. Mais, c'est fait relativement, rapidement pour que vous puissiez, avoir les infos. Alors, j'ai une question sur la DSN de décembre 2020. Il faut toujours déclarer les bases de cotisation annuelles de la formation, l'effort construction et taxes d'apprentissage. Oui, oui, ça n'a pas changé. Donc là, dans votre DSN de décembre, il faudra bien vous assurer d'avoir toutes ces bases, correctes et qui correspondent bien à vos bases, annuelles. Je sais que l'année passée ou même il y a 2 ans, je vous ai dit, la formation professionnelle sera, collectée par l'URSSAF, en 2020. En 2020, je vous ai dit: «Ça, ce sera en 2021» et là, on est fin 2020 et je vous dis: «On n'en entend plus parler, je ne sais pas où ça en est». Donc j'ose supposer que ce ne sera pas, début d'année 2021, mais on est encore en attente d'informations, mais a priori, on n'a plus d'informations qui nous diraient que ce serait dès ce début d'année. Donc, on est peut-être reparti pour 1 an, de déclaratifs, annuels, à voir. Je pense aussi à une autre petite chose, qui dit évolution logicielle, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, les contrôleurs DSN vont encore un peu plus loin au niveau des contrôles, des anomalies et des avertissements. C'est-à-dire que là, sur vos dernières DSN, vous avez peut-être des avertissements qui sont apparus sur des salariés qui sont là depuis des mois, que vous n'aviez jamais rien eu sur eux. Et ben, c'est normal, plus on avance, plus le contrôleur va loin pour avoir, une DSN la plus complète et la plus correcte possible. Un des exemples qui me vient en tête, c'est, avoir renseigné un motif CDD sur un salarié qui est passé en CDI. Souvent, on pense bien à changer sa nature de contrat, mais on laisse le motif, ce qui ne remontait pas en anomalie en DSN il y a encore quelques mois et qui remonte désormais en avertissement. Donc votre DSN, il faut quelqu'un a eu le cas ce matin, c'est bien, ça complète ce que je dis. Les DSN, enfin, c'est vraiment important. Maintenant, il y a plus d'autres déclaratifs quasiment, à côté. Avant, on avait toujours la DADS, mais on pouvait toujours faire les tableaux récapitulatifs annuels. On avait toujours, les déclarations, enfin, pas les déclarations URSSAF, je sais plus comment on dit, les DUCS, les déclarations unifiées des cotisations sociales. Là, maintenant, tout passe vraiment via la DSN et il faut vraiment que ce soit dans l'idée, nickel. Il faut bien que vous contrôliez l'ensemble de vos montants. Il faut qu'on ait le moins possible d'erreurs. Derrière, je ne suis pas sans vous rappeler que ça peut avoir de l'impact sur la vie du salarié. L'URSSAF pour les cotisations, c'est plutôt vous, employeur, que ça peut embêter. Mais il faut garder à l'esprit que dans, la DSN, toutes les informations sur les nets imposables, donc sous-entendu les feuilles d'imposition des salariés, proviennent de votre DSN. Tout ce qui va être indemnité sécurité sociale, indemnité Pôle emploi proviennent de votre DSN. Les droits à la retraite, les prévoyances, les mutuelles, enfin vraiment toutes ces informations, il faut que vous soyez sûr de ce que vous déclarez et que, vous ayez conscience que ça peut avoir de l'impact. Au niveau de tous ces contrôles, la DSN de décembre, il y a
Normalement, il y a pas, si j'ai envie de dire, elle doit être autant contrôlée que toutes les DSN, des autres mois de l'année. C'est vraiment essentiel de bien les contrôler, de contrôler la totalité des montants. Je sais que parfois on me dit: «Bah non, j'ai contrôlé le mois dernier, c'était bon, il y a pas de raison que ce mois-ci, ça ne le soit plus». Bah, il peut toujours arriver quelque chose. On a oublié de mettre une information, on n'a pas utilisé la bonne rubrique ou, on a modifié sans faire exprès quelque chose et là, ça peut faire que c'est plus bon. Donc je sais que vous avez parfois l'impression que la DSN, ça vous fait perdre du temps, mais ne pas contrôler vos déclarations, c'est ça qui vous fera perdre du temps, notamment avec les régularisations et l'impact que ça aura au niveau de notre déclaratif. Hop, alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur ça? J'en profite aussi, le temps que j'y pense, Sedge avait communiqué l'obligation, au niveau du Sedge EDI, donc au niveau de Sedge Direct, l'obligation de passer en connexion avec un Sedge ID avant la fin de l'année. Donc ça, pour la paye en général, ça ne vous concernait pas trop parce que vous êtes tous déjà connectés via l'Intuit EDI, vous avez tous, un compte Sage ID. Par contre, là où ça pouvait avoir un peu plus d'impact, c'était notamment pour la comptabilité et ou les moyens de paiement, notamment au niveau de Sage Direct où il fallait avoir un compte Sage ID d'activé pour que les déclaratifs fonctionnent. Il y a eu une information de l'éditeur hier, ça a été reporté, cette obligation, ça a été un peu reporté donc vous n'avez plus, l'obligation de le faire là tout de suite, même si vous êtes prêts, faites-le. Mais ce n'est plus une obligation, vous ne serez pas bloqué d'ici la fin de l'année si vous n'êtes pas passé, par le Senge ID. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Super. Alors, du coup, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver, sur la chaîne YouTube. Si vous êtes disponible, il y a encore de la place pour la formation, donc c'est celle de jeudi 17, après-midi, sur la DSN et après on vous rediffusera des informations là-dessus, mais courant janvier, on continuera également à vous diffuser les informations et les formations, sur les nouveautés 2021. Voilà. Et ben, si tout est OK pour vous, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et de bonnes fêtes de fin d'année.